Vous avez évoqué ce matin, je vous cite, une certaine réticence de la part des analystes à dire toute la vérité. Oui, oui, c'est quelque chose qui me gêne beaucoup lorsque je suis en présence d'analystes trop fermés, à mon sens. Euh, une réticence presque, je dirais presque une crainte de la vérité, hein. Alors ça peut sembler totalement paradoxal, puisque la psychanalyse est une quête de vérité, un chemin vers une vérité, une école de la liberté. Alors pourquoi cette réticence? Pourquoi cette rétention d'une part de vérité? Eh bien parce que je crois que les psychanalystes défendent des théories dont personne ne peut dire qu'elles sont fondamentalement, réellement le reflet de leur expérience quotidienne dans leur cabinet. Parce que, évidemment, personne, hein, n'est-ce pas, hormis l'analyste et l'analysant, ne sait ce qui se passe dans le cabinet du psychanalyste. Ça signifie que l'on peut être un âpre défenseur de la psychanalyse, un défenseur des théories de la psychanalyse, et pratiquer pourtant d'une façon qui n'a parfois rien à voir avec ces théories. Et cette façon-là de pratiquer, c'est comme si les psychanalystes ne voulaient pas en parler, comme s'il était indispensable que l'image de leur pratique soit fidèlement conforme à ce que prône la théorie. Voilà, et pourtant elle existe bel et bien, ou elles existent bel et bien, ces autres pratiques. Quand vous dites ça, on a vraiment l'impression d'un grand déphasage entre la méthode analytique et la possibilité qu'ont les analystes d'utiliser cette méthode analytique. Et c'est exactement ça, exactement. Et la raison me paraît évidente, c'est qu'aujourd'hui, la demande majoritaire n'est pas une demande de psychanalyse. Et donc, l'analyste répond à la demande des souffrants, quelle que soit cette demande. Il a choisi d'être psychanalyste pour ça, n'est-ce pas? Répondre à la demande des personnes en souffrance. Et donc, eh bien, en accueillant les patients, même s'il ne s'agit pas d'une demande d'analyse, la question que l'on peut se poser serait la suivante. Est-ce qu'au bout du compte, c'est-à-dire au bout de tous les débats stériles, est-ce que analyse et psychothérapie ne poursuivent pas le même but? Vous connaissez peut-être cette réflexion, hein, de Winnicott qui disait déjà à son époque: je suis psychanalyste et je fais de la psychanalyse. Bon, mais quand je ne peux pas faire de psychanalyse, eh bien je fais autre chose. Alors d'abord pourquoi? Pourquoi dans certaines situations, dans certaines circonstances, ne peut-on pas faire de la psychanalyse? Je dirais essentiellement parce que la structure du patient nous en empêche. Et alors, dans ces cas-là, que fait-on? Eh bien, la question, c'est peut-on aujourd'hui être exclusivement psychanalyste? Je veux dire, peut-on faire exclusivement de la psychanalyse? Alors, certes, la communication du praticien, le bouche à oreille qui se tisse peu à peu, peuvent conduire à recevoir un nombre croissant d'analysants. Et parfois la demande chez tel praticien comporte une majorité de demandes d'analyse. Toutefois, je reconnais qu'il m'est arrivé maintes fois, et il m'arrive encore régulièrement, d'accompagner des patients en face à face, comme de très nombreux collègues. Lors de la supervision de groupe, vous avez évoqué rapidement le fait qu'il y a plusieurs publics susceptibles de relever d'une thérapie en face à face. Quels sont ces publics? Alors, même, même s'il en existe probablement d'autres, hein, je pense principalement à trois
catégories de patients. D'abord, il y a les patients qui ont déjà fait une analyse ou parfois deux ou parfois davantage, hein, et qui demandent à poursuivre leur démarche par une nouvelle tranche d'analyse. Voilà. Et la question capitale, c'est de savoir si une réponse positive à cette demande ne risque pas de conduire à une analyse sans fin. Et lorsque ça me semble être le cas, eh bien, je propose de travailler dans un autre dispositif, un dispositif en face à face, sans pour autant renier ni négliger l'esprit de l'analyse. Hein. Comprenons-nous bien, ça n'est pas pour autant que le but soit alors de basculer dans une thérapie de soutien, ni de dispenser des conseils, et d'ailleurs de quel droit me permettrais-je de le faire, et surtout pas non plus de prétendre apporter des solutions, hein, solutions qui seraient seulement pétries à l'aune de mon histoire personnelle. Non, ce que j'évoque dans la forme autre de la thérapie, c'est surtout une application différente de la part de l'analyste. En tout cas, une application différente de ma part. Nous reviendrons peut-être sur ce point. Bon, ce public ayant déjà à son actif une ou plusieurs analyses ou tranches d'analyse n'est pas le seul concerné par une démarche différente de celle de l'analyse. Il y en a d'autres. Je pense à ces personnes qui ont seulement tenté d'entreprendre une analyse avec un ou avec plusieurs analystes différents et qui disent, et bien sûr ça reste totalement subjectif, hein, il peut s'agir de résistance, mais peu importe, ce sont des arguments qui doivent être entendus et qui doivent être respectés, et donc ces personnes disent ne pas avoir eu l'écoute qu'elles souhaitaient. Ou encore, elles disent avoir ressenti une telle froideur, une telle distance, presque de l'indifférence, hein, que cela bloquait totalement leur verbalisation. Bon, et puis il y a une troisième catégorie, un troisième public concerné potentiellement par le dispositif en face à face, c'est évidemment celui des patients non névrotiques. Ces patients qui appartiennent à ce vaste champ de la psychopatho qui s'étend entre névrose d'une part et psychose d'autre part, autrement dit, toutes les pathologies dites limites. Voilà. Mais pas seulement. Pas seulement parce que le distinguo entre structure névrotique et structure non névrotique nous permet d'inclure, par exemple dans le dispositif, tout le champ de la psychosomatique. D'accord, mais s'il ne s'agit pas de psychanalyse, mais plutôt de psychothérapie en face à face, et si ces publics sont si spécifiques, est-ce que tous les analystes sont en mesure de répondre à ces demandes ? Ah, ça c'est effectivement une question fondamentale. Oui. Tous les analystes sont-ils en capacité d'entendre et les distinctions que je viens de souligner et le discours des patients appartenant aux structures non névrotiques? Je ne pense pas, et ce pour au moins deux raisons. Et ces raisons, j'ai envie de dire que nous les entendons tellement clairement lors des séances de supervision. D'abord à cause d'éléments comme la formation de certains analystes, une formation qui est souvent orientée exclusivement vers la névrose. Ou encore, mais pire, hein, à cause d'un analyste qui leur aurait été imposé parmi les membres enseignants de leur école, ce qui
biaise assurément, pour ne pas dire ce qui pervertit dès le départ le transfert et qui va donc réduire à néant la totalité du travail. Bon, première raison. Et puis, deuxième raison potentielle à cette incapacité à entendre ces discours, eh bien, n'oublions pas la pathologie de l'analyste lui-même. Parce que celle-ci peut être une formidable source de créativité, de réactivité, de fécondité tout au long de la thérapie. Tout comme elle peut marquer une limite au-delà de laquelle le praticien ne pourra pas accompagner le patient. Bon, mais qu'est-ce que vous pouvez en dire de ces psychothérapies en face à face? Qu'est-ce qu'elles ont de spécifique? Mais déjà, je voudrais souligner quelque chose d'important, c'est que lorsqu'après des mois, voire des années de travail, nous voyons objectivement des améliorations notables chez le patient. Et lorsque c'est le patient lui-même qui parfois les met en avant, ces améliorations, eh bien, un moment arrive où celui-ci peut pourtant nous confier, vous savez, malgré tous ces changements en moi et dans ma vie, j'ai le sentiment d'être resté le même. J'ai le sentiment d'être toujours le même au fond de moi. Eh bien, pour revenir au tout début de notre entretien, c'est ça aussi la part de vérité que beaucoup d'analystes ont des réticences à dire. Et c'est une vérité qu'il faut pourtant regarder dans les yeux, parce que, au fond, que cherchons-nous par des voies, des dispositifs différents, certes, entre psychanalyse et psychothérapie, hein? Que cherchons-nous? Nous ne cherchons certainement pas à changer le sujet. Nous cherchons simplement à le rendre plus conscient. Hein? Conscient de la nature de ces conflits, éclairé quant à ces traumas et à leurs conséquences, conscient de leur réactivation à travers le transfert, et conscient aussi de la résistance qui est à l'œuvre et qui s'oppose quelquefois pendant très, très longtemps à ce travail. Alors, qu'il y ait parfois guérison, eh bien je dirais que c'est la cerise sur le gâteau, hein, une guérison en forme de résolution de quelque chose de très précis, de très pointu, contre quoi le patient se cognait, hein, ou qui le faisait s'interroger. Bon, mais le gâteau en lui-même, le gâteau, ça n'est pas une quelconque guérison fantasmatique. Le gâteau, c'est avant tout un évident gain de liberté. Oui, et donc, les spécificités de ces psychothérapies en face à face? Oui. En quoi résident-elles, ces spécificités? Déjà pour ce qui est du praticien, l'écoute analytique demeure exactement la même. L'intérêt pour le patient est de la même ampleur. Alors je dirais que nos interventions, mes interventions en tout cas, sont plus fréquentes. Maintenant, pour ce qui est du patient, là, le matériau délivré possède tout de même des particularités, des particularités auxquelles nous ne sommes pas habitués lors de l'écoute d'un patient de structure névrotique. Qu'il s'agisse par exemple de l'entrée en scène de l'Oedipe, ou qu'il s'agisse des manifestations qui vont trahir le refoulement, on peut déjà affirmer qu'il va falloir, dans le travail avec ces patients,
faire appel à de nouveaux outils conceptuels, hein, parce qu'il n'est pas concevable de calquer sur eux cet arsenal si familier que nous utilisons au quotidien dans le cadre des névroses. Oui, mais c'est-à-dire, Ben, pour ne prendre que le cas des patients limites, il y a par exemple un défaut manifeste de représentation. Vous savez, le névrosé, lui, dispose de la capacité de fantasmer, et notamment de fantasmer la vie de l'analyste, et surtout pendant les périodes d'absence de celui-ci. Chez les cas limites, c'est très différent. C'est-à-dire qu'il faut absolument qu'ils sachent, qu'ils puissent localiser leur analyste. Et quand je dis localiser, c'est presque géographiquement le localiser. Certains patients tentent même de communiquer avec lui pendant ces périodes d'absence, d'autres pas forcément, mais il leur faut pouvoir se représenter l'analyste dans tel ou tel lieu. Alors, évidemment, chez le névrosé, c'est choses banales, c'est-à-dire ces choses aisées. Mais quand il n'y a pas de perception, le fantasme prend le relais, c'est normal. Eh bien, chez le cas limite, en lieu et place du fantasme, il n'y a rien. Il y a le vide. Il y a le désert. Et je crois que c'est André Green qui évoquait à ce sujet une désertification psychique. Et bien, c'est avec de tels patients qu'il nous faut littéralement sortir de nos cadres habituels, c'est évident. est-ce que ça signifie que le psychanalyste peut parfois offrir une image différente de l'image traditionnelle? Alors, je ne sais pas, j'irai peut-être pas jusque-là, j'évoquerai plutôt des capacités, capacités issues de l'expérience, ou presque des vertus, si je peux me permettre d'utiliser ce mot. S'il me fallait synthétiser l'abord et le travail avec ces patients, je dirais que l'analyste doit posséder quelques vertus essentielles. Bon, d'abord accepter, et ça peut paraître évident, ça n'est pas tant que ça, accepter que la pensée du cas limite ne fonctionne pas de la même façon que celle du névrosé. Bon. Et ça peut mettre très mal à l'aise pas mal d'analystes, et notamment de jeunes analystes. Deuxièmement, être capable d'une grande patience. Pourquoi? Parce que la plupart du temps, il s'agit d'analyses très longues. Troisièmement, je dirais accepter de se confronter à certaines, on va dire, certaines étrangetés, des étrangetés qui peuvent survenir, apparaître comme des échecs aux yeux de l'analyste, voire des aggravations de la situation. Alors, à quoi je pense? Eh bien, notamment à ces patients qui, objectivement, vont de mieux en mieux et à tout point de vue, et qui pourtant voient soudain apparaître au cours du traitement un symptôme qui n'était pas présent auparavant et qui peut être légitimement considéré par l'analyste comme sacrément handicapant, alors que, aux yeux du patient lui-même, ce symptôme ne pèsera pas lourd comparativement aux bénéfices obtenus par la thérapie. J'en ai dit 3, je dirais autre vertu, demeurer curieux. Voilà, curieux, toujours curieux de ce qui rend le patient, et notamment le patient limite, chaque patient limite, si singulier. Et enfin, c'est une clé capitale, accepter de se lâcher. C'est-à-dire adopter avec ces patients davantage de légèreté, sans aller jusqu'à la familiarité, n'est-ce pas? Mais de la légèreté, je confirme. Une légèreté qui peut
manifestée à travers l'humour ou par une certaine complicité, alors seulement, disposant de ces quelques vertus, l'analyste peut accompagner utilement le patient.